Sénateur Wu. Honorables collègues, il y a 100 ans, dans cette enceinte, les sénateurs ont voté pour adopter la loi sur l'immigration chinoise de 1923. Cette loi est mieux connue sous le nom de loi d'exclusion des Chinois, car elle a effectivement interdit l'entrée des Chinois au Canada pendant 24 ans. Je lance une interpellation pour attirer l'attention sur cette tâche sur notre institution et sur la profonde blessure qu'elle a causée à la communauté sino-canadienne. J'invite tous les sénateurs à contribuer à l'interpellation qui comporte deux autres volets. La célébration des contributions que les Canadiens d'origine chinoise ont apportées au pays, une réflexion sur les formes contemporaines de préjugés et d'exclusion auxquelles sont confrontés les Canadiens d'origine asiatique. Le 24 juin, le sénateur Ho et moi-même organiserons un événement au Sénat du Canada en collaboration avec Action Chinese Canadians Together pour nous souvenir de la loi d'exclusion des Chinois et pour nous engager à mettre fin à toutes les formes d'exclusion des Chinois et d'autres Canadiens d'origine asiatique. Nous avons invité le gouvernement du Canada à annoncer ce jour-là la mise en service d'une plaque commémorative qui, nous l'espérons, trouvera une place permanente au Parlement du Canada. L'ignominie de l'exclusion des Chinois a commencé ici au Parlement et c'est ici au Parlement que cette ignominie doit être réparée. Je me sens particulièrement responsable de la commémoration du 100e anniversaire parce que je suis un sénateur de la province qui a été le plus ardemment en faveur de l'exclusion des Chinois. Des discours odieux en faveur de cette loi ont été prononcés dans cette Chambre et ils ont été prononcés par mes prédécesseurs des sénateurs représentant la Colombie-Britannique. En tant que premier sénateur canadien d'origine chinoise de la Colombie-Britannique, j'ai le devoir particulier de désavouer cet héritage et de rappeler à mes concitoyens de la Colombie-Britannique d'un sombre héritage. Voici un échantillon de l'ignorance et des préjugés qui ont été proférés dans notre Chambre. Sur la question de savoir si les épouses des Chinois déjà au Canada devraient être exemptées de la loi, un sénateur de la Colombie-Britannique a déclaré « Si vous allez ouvrir la porte et permettre aux épouses de venir, vous pourriez aussi donner la Colombie-Britannique aux Chinois. Nous avons déjà assez d'orientaux dans notre province. Quand je dis qu'il y a 2000 licences d'affaires prises dans la seule ville de Vancouver par des orientaux, vous vous en rendrez compte. Les Chinois sont entrés dans toutes les entreprises que vous pouvez nommer et je pense qu'il y a même un ou deux avocats. Et ceci de la part de mes prédécesseurs de la Colombie-Britannique. Et je cite, « Sur une population de moins d'un demi-million d'habitants, nous avons 30 000 Chinois. Ils ne nous sont d'aucune utilité, nous ne les assimilerons jamais, nous n'en ferons jamais des Canadiens. Vous feriez bien mieux de nous présenter des hommes plus proches de la race à laquelle nous appartenons. L'esprit du Chinois est absolument différent de l'esprit du blanc ordinaire. Vous ne pouvez en aucun cas savoir comment fonctionne l'esprit chinois. Il est tout à fait vrai que, d'une manière, les Chinois sont de bons citoyens, ils font de bons domestiques et des travailleurs fidèles, mais ils ne nous aideront jamais à construire un Canada dont nous serons fiers. » Fin de la citation. Certains d'entre vous pensent peut-être que le gouvernement canadien s'est déjà accommodé de la loi d'exclusion chinoise en présentant des excuses de l'ancien premier ministre Stephen Harper en 2006. En fait, ces excuses concernaient la taxe d'entrée et passaient sous silence la loi d'exclusion pour laquelle l'ancien premier ministre a simplement exprimé sa tristesse. Le fait qu'on accorde moins d'importance à la loi d'exclusion est, je pense, dû à un malentendu sur la signification de cette législation. La loi d'exclusion est souvent considérée comme une sorte de crime sans victime, dans le sens où nous ne connaîtrons jamais les noms des Chinois exclus du Canada parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'essayer d'entrer dans le pays. Ce n'est pas le cas de la taxe d'entrée qui a touché des personnes réelles qui avaient des certificats prouvant qu'elles avaient payé ce prélèvement injuste et pour laquelle un très petit nombre a reçu une compensation suite aux excuses en 2006. L'idée d'un crime sans victime est toutefois une mauvaise interprétation de l'histoire car il y a eu en fait de nombreuses victimes. Ce sont les Canadiens d'origine chinoise déjà présents dans le pays qui ont été humiliés par une loi qui stipulait essentiellement que les gens de leur race n'étaient pas les bienvenus dans un endroit qu'ils habitaient déjà depuis des décennies.
Le fait que la loi soit entrée en vigueur le jour de la fête du Dominion, un moment ostensiblement propice aux célébrations, ajoutait à l'insulte à l'injure. C'est pourquoi de nombreux Canadiens d'origine chinoise ont commencé à appeler le 1er juillet le jour de l'humiliation. L'humiliation allait au-delà du fait que leurs proches n'étaient pas autorisés à entrer dans le pays. La loi exigeait également que toute personne chinoise déjà présente au Canada s'enregistre dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur. Le non-respect de cette obligation pouvait entraîner une amende, une peine de prison ou les deux. Même après l'enregistrement, les Canadiens d'origine chinoise étaient constamment harcelés par les agents chargés de l'application de la loi qui mettait en doute la véracité des informations fournies par les personnes enregistrées. L'effet pratique de la loi d'exclusion au Canada est donc qu'il s'agissait d'un registre des étrangers indésirables. Vous vous demandez pourquoi tant de Canadiens d'origine chinoise se méfient aujourd'hui des efforts visant à réenregistrer ceux qui sont déjà dans le pays mais qui sont considérés comme ayant les mauvaises relations, les mauvais antécédents. Ne cherchez pas plus loin que la sombre histoire de la loi d'exclusion des Chinois. En fait, la communauté chinoise de l'époque avait un autre nom pour cette loi. Elle s'appelait la loi sur la cruauté. Le 1er juillet 2023, le musée sino-canadien de Vancouver ouvrira officiellement ses portes avec une exposition intitulée The Paper Trail qui portera sur l'impact de la cruauté envers les sino-canadiens. L'une des pièces exposées sera les paroles d'une chanson écrite il y a 100 ans pour dénoncer la loi sur la cruauté. Il s'agit en fait de la chanson gagnante d'un concours organisé par la communauté pour sensibiliser et mobiliser les gens. Voici les premières lignes, vaguement traduites du dialecte original de Taishan. Le 1er juillet arrive à grands pas. Nos cœurs sont remplis de craintes mortelles à cause d'une loi qui met le feu aux poudres. Cela mettra à mal les compatriotes pris dans son ire. Je chanterai bien la chanson pour vous, mais la musique est perdue. Nous avons donc demandé à un jeune compositeur sino-canadien d'écrire une nouvelle partition pour les paroles et notre objectif est que la chanson soit chantée dans cette chambre le 23 juin lorsque nous organiserons un événement national de commémoration. J'aimerais rappeler aux honorables collègues que notre bâtiment est une ancienne gare ferroviaire et une partie de la ligne de chemin de fer que les travailleurs chinois ont été amenés à construire dans le pays dans des circonstances les plus difficiles. Une cérémonie solennelle ici même, dans ce bâtiment, serait une mesure de purification. Il y aurait beaucoup plus à dire sur la loi sur la cruauté et son impact sur les Canadiens d'origine chinoise et la société canadienne à long terme, mais je dois passer au reste de mon interpellation, dont le deuxième volet consiste à célébrer les réalisations des Canadiens d'origine chinoise. C'est aussi l'année où les Chinois et les Asiatiques ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales, ce qui a été rendu possible en partie grâce aux centaines de Chinois qui se sont portés volontaires pour combattre pour le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, même s'ils n'étaient pas reconnus comme des citoyens. Cet aspect de l'interpellation est en quelque sorte la partie la plus facile car il est évident que les Chinois et les autres Canadiens d'origine asiatique ont connu un grand succès dans de nombreux domaines et ont apporté une riche contribution au Canada. Mais c'est aussi la partie la plus difficile car il m'est impossible de rendre justice à la multitude de Canadiens d'origine chinoise qui méritent d'être reconnus. Je peux peut-être laisser le soin de nommer certaines de ces personnes à ceux d'entre vous qui prendront la parole dans le cadre de cette interpellation et qui voudraient peut-être reconnaître certains membres de votre communauté. Je vais plutôt souligner que, malgré toutes leurs réalisations, les Canadiens d'origine chinoise sont gravement sous-représentés dans les postes de direction des principales institutions canadiennes, y compris la fonction publique, les tribunaux, les conseils d'administration des organismes publics et entreprises, l'administration des arts, des universités et des hôpitaux et surtout le Parlement et les rangs des ministres. Par exemple, une étude menée en 2019 auprès des plus grandes organisations de 8 secteurs majeurs de la région du Grand Toronto a révélé que les Canadiens d'origine chinoise, qui représentent 11,1 % de la population de la région, n'occupent que 2,2 % des postes de direction. La représentation des femmes sino-canadiennes à ces postes est encore plus faible, avec seulement 1 %. C'est un peu une énigme. Car les Canadiens d'origine chinoise ne sont pas généralement
mis dans le même sac que les autres groupes en quête d'équité et l'on suppose généralement que la communauté se porte très bien sur la plupart des indicateurs économiques et sociaux. Je pense que la réponse à cette énigme se trouve dans la communauté elle-même ainsi qu'à l'extérieur de celle-ci. De nombreuses familles d'immigrants chinois privilégient la diligence et la discrétion plutôt que de chercher à remettre en question l'ordre établi et à assumer des rôles de direction. Un dicton courant parmi les familles chinoises est « Nous sommes des invités dans ce pays », ce qui est un sentiment d'humilité et de respect, mais aussi un sentiment cultivé par une histoire de discrimination et d'exclusion. Les Canadiens d'origine chinoise ne sont plus des invités dans ce pays, quelle que soit leur date d'arrivée. Ils ne devraient ni se considérer comme des invités, ni être traités comme tels. Personne n'a le droit de nous dire de retourner dans le pays d'où nous venons. Pas même l'ancien chef de cabinet d'un ministre qui m'a dit cela parce qu'il n'aimait pas mes opinions. Ceci m'amène à la troisième partie de l'interpellation. 65 ans après l'abrogation de la loi sur l'exclusion, il existe encore des formes d'exclusion dans la société canadienne. Nous savons que cela est vrai pour les peuples autochtones de tout le pays, pour les groupes racialisés comme les Canadiens araucaniens et sud-asiatiques. En matière de discrimination systémique, l'alliance entre les groupes autochtones et minorités visible et vitale, même si les histoires et les besoins des différentes communautés ne sont pas les mêmes. Les Canadiens d'origine chinoise sont confrontés à au moins 3 types d'exclusion moderne. La première est un racisme à l'ancienne, semblable à celui qui a conduit à la loi d'exclusion des Chinois il y a 100 ans. C'est cette impulsion qui est à l'origine de bon nombre des attaques non provoquées contre des Canadiens d'origine asiatique ces dernières années. Le nombre de racistes non construits est probablement faible, mais ils sont aidés et encouragés par des personnes apparemment respectables qui alimentent néanmoins l'animosité raciale en insinuant des générations sur les Chinois au Canada et les maux qu'ils auraient apportés à la société, par exemple le blanchiment d'argent, les logements inabordables et l'épidémie de décès dus aux opioïdes. La deuxième forme d'exclusion est fonction de stéréotypes de longue date sur les Canadiens d'origine chinoise et sur leur qualité. Oui, les Chinois sont excellents en mathématiques et en ingénierie, font d'excellents médecins et avocats, sont d'excellents musiciens et sont généralement de bons citoyens. Mais sont-ils aptes à occuper des postes de direction? J'ai déjà dit qu'il s'agit d'un problème auquel les Canadiens d'origine chinoise doivent faire face en termes de perception de soi et d'aspiration personnelle, mais c'est également une question à laquelle nos institutions doivent réfléchir. La troisième exclusion est la plus insidieuse, car elle vise à diviser la communauté chinoise entre ceux qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. Un Canadien d'origine chinoise acceptable est celui qui se conforme à une certaine vision du monde, qui désavoue ses affiliations avec des individus et des groupes mis à l'index pour des raisons politiques et qui exprime publiquement son opposition à ce qui est considéré comme la menace globale qu'est la République populaire de Chine. Le fait de ne pas se conformer à ces canons est considéré au mieux comme suspect ou, plus inquiétant, comme une épreuve décisive de déloyauté et de malfaisance envers le Canada. C'est le genre d'exclusion qui célèbre les Canadiens d'origine chinoise qui, s'ils votent dans le bon sens lors d'une élection, mais qui sont considérés comme étant influencés par des forces sinistres, ils ne le font pas. C'est le genre d'exclusion qui remet en question les motivations des groupes communautaires chinois qui ont acheté de l'EPI en grande quantité pour les envoyer en Chine pendant les premiers jours de la COVID, puis qui les remet à nouveau en question lorsqu'ils ont ramené de grandes quantités de pays de Chine pour les distribuer au Canada alors que nous connaissions un pic d'infection. C'est le genre d'exclusion qui suppose que chaque infraction sur le lieu de travail dans le secteur technologique est un cas d'espionnage, que les collaborations entre scientifiques canadiens et chinois sont intrinsèquement suspectes et qui demandent aux chercheurs sino-canadiens de tourner le dos à des partenariats de longue date sur le continent. Chacune de ces exclusions a une justification à laquelle on peut être sensible, mais la somme de ces attitudes et actions est la stigmatisation, la démoralisation et l'aliénation, tout comme la loi d'exclusion des Chinois il y a 100 ans. Je sais que la communauté chinoise n'est pas homogène et que les Canadiens d'origine chinoise ont des points de vue sur tous les parties du spectre politique ainsi que sur une variété de questions géopolitiques. C'est une force de la communauté qui doit être célébrée. Nous ne devons pas
Cependant, et je m'adresse ici aux Canadiens chinois, permettre que cette diversité soit utilisée comme une forme de ségrégation interne, notamment par les membres de la communauté elle-même. J'espère que le 100e anniversaire sera une occasion pour les Canadiens d'origine chinoise de tous les horizons de réfléchir à l'expérience collective des Canadiens d'origine chinoise pendant la période de la loi d'exclusion des Chinois et de travailler ensemble pour empêcher les formes d'exclusion modernes de diviser la communauté. Si vous me permettez 30 secondes, quant à cette Chambre, j'espère que l'interpellation rappellera à quel point le Parlement du Canada s'est trompé il y a 100 ans, combien il était facile de se tromper à ce point. Il n'y avait pas eu d'opposition enregistrée au projet de loi et, au dire de tout, l'opinion publique y était favorable. Une fois qu'il a été admis que les Chinois constituaient une menace pour le Canada, il est devenu trop facile d'adopter des lois pour contrer cette menace. Assurons-nous que l'histoire ne se répète pas. Honorables collègues, j'espère que vous envisagerez prendre la parole dans le cadre de cette interpellation et j'attends avec impatience vos interventions. Merci. No comment.